et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous confortablement et c'est parti, on y va. Avant toute chose, je voulais m'excuser, je pense que ça s'entendra, j'ai chopé un rhume carabiné, donc du coup je parle beaucoup du nez, j'ai la gorge un peu en feu, enfin bon hier j'avais des courbatures, bon c'est un peu la totale hein. Donc bon bref, j'ai passé une partie du week-end à l'air libre et peut-être que je me suis un petit peu trop chauffée hein, parce que du coup on reste quand même au mois de février et les températures ne sont pas si élevées que ça, donc du coup ça fait que je suis tombée malade tout simplement. Donc je m'excuse pour cette voix nasillarde, probablement très désagréable pour vous. Je vais donc faire assez court pour cette séquence vidéo, en espérant que ça aille beaucoup mieux les prochains jours. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de livres comme d'habitude, je viens vous parler d'un film. Alors, c'est pas trop éloigné du domaine littéraire tout de même, puisque ce film-là a été adapté d'un livre. Mais je n'ai pas lu le livre, donc je ne pourrais pas vous en parler comme je peux vous parler de mes lectures habituellement. C'est pour ça que je viens vous parler ce matin du film pour lequel j'ai eu un immense coup de foudre et j'espère bien sûr lire le livre très prochainement. J'ai totalement adoré cette histoire d'amour un peu fantasque, un peu dingue, ouais, sans limite finalement, et j'ai été totalement transportée par les personnages et j'ai trouvé que le film était extrêmement bien réalisé. Il s'agit de En attendant Bojangles dans le film. Alors je ne sais plus qui est le réalisateur, j'ai un trou. Mais les personnages principaux, Camille et Georges, sont joués par Virginie Efira et Romain Duris. Et ça a été un véritable coup de foudre. Alors si vous avez envie de le voir, sachez que si vous avez un abonnement Canal+, il est encore disponible sur Canal jusqu'au mois de mars, je crois. Il est vraiment exceptionnel, moi j'ai adoré. Au début j'étais un peu dubitative parce que je trouvais que c'était très loufoque et je me demandais un peu où ça allait nous mener. Et finalement je me suis complètement laissée prendre au jeu, je me suis laissée embarquer par le jeu d'acteur exceptionnel de Romain Duris et de Virginie Efira. Et ça a complètement fonctionné sur moi. Voilà. Donc je sais que je ne parle pas de quelque chose qui vous est totalement inconnu puisque j'imagine que vous avez vu passer ce livre un très très grand nombre de fois puisqu'il a fait beaucoup de bruit quand le film est sorti l'année dernière en janvier 2022. Donc, ou décembre 2021, je sais plus quand il est sorti exactement, mais il est sorti dans l'hiver dernier. Donc du coup, je sais que c'est pas quelque chose de très nouveau pour vous. Si jamais vous avez lu le livre, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment très curieuse d'échanger avec vous. Moi, je veux absolument le lire cette année. Mais c'est vrai que j'ai eu un immense coup de foudre pour le film que j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Donc, je ne peux que vous recommander de visionner cette pépite, si ce n'est pas déjà fait. Et puis potentiellement de lire le livre. J'imagine que, en règle générale, quand un film est aussi bien, c'est que le livre est très très bon en fait. Hein. Voilà, on va pas non plus se voiler la face, souvent c'est quand même le cas. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant le cinéma et concernant En attendant Bojangles, mais voilà, je suis hyper touchée par ce film et par cette histoire surtout. Et je vous ai même pas raconté le pitch, je crois. Non, je vous ai pas raconté le pitch. Je vous raconte le synopsis pour ceux et celles qui ne connaissent pas. En fait, on fait la connaissance de Camille et Georges. Camille et Georges se rencontrent dans une soirée mondaine. Alors, je crois que c'est sur la Côte d'Azur. Enfin, en tout cas, c'est magnifique. C'est d'un bleu magnifique. Donc, ils se rencontrent dans cette soirée mondaine et en fait, ils ne vont plus jamais se quitter. Ils vont avoir un immense coup de cœur pour l'un pour l'autre, hein, finalement. Et ils ne vont plus du tout se quitter. Ils vont se marier, ils vont avoir un enfant, Gary, un petit garçon. Et ils vont vivre un petit peu leur vie de manière assez fantasque, assez loufoque. Pourquoi ? Eh bien parce que Camille, elle est assez... En fait, elle a pas trop les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop être ancrée dans la réalité, elle veut rêver, et du coup, ça a énormément de conséquences sur sa vie de famille, puisque elle refuse d'ouvrir le courrier, par exemple. Ils vont adopter un animal de compagnie assez particulier, puisque c'est un espèce d'oiseau exotique assez rare, qui vit sa vie dans leur maison, hein, finalement.
et qui s'appelle Mademoiselle je ne sais plus quoi. Bon, bref, du coup, voilà, ils ont une vie très fantasque, ils vivent de fêtes, de champagne, de danse, ils sont complètement en dehors des réalités et on se rend compte que c'est parce que Camille, finalement, elle a une certaine folie en elle. Je pense que c'est de la bipolarité, j'en suis pas complètement sûre parce que j'ai pas trop regardé après ce qu'on pouvait dire du film sur internet, donc je peux pas trop vous assurer que c'est ça, mais ça ressemble quand même à des troubles bipolaires. Sauf que bien évidemment le roman et le film se passent dans les années pardon se passent dans les années 1960-1970 et du coup la bipolarité et les troubles psychiatriques ne sont pas trop ne sont pas forcément bien soignés, en tout cas pas avec les moyens que l'on a actuellement, je pense. Faut que je m'engage un peu sur un sujet que je ne connais pas, donc je vais refermer la parenthèse rapidement. Je ne sais pas trop comment c'est soigné, ce genre de trouble, comment c'est traité, parce que je ne suis pas sûre que ça se soigne en plus de ça. Mais en tout cas, c'est extrêmement bien mis en œuvre dans le film, parce que vraiment on sent la violence qu'il peut y avoir dans les hôpitaux psychiatriques, c'est assez incroyable. Et donc voilà, donc du coup, on se rend compte que Camille, elle est un petit peu folle hein, finalement, et c'est ce qui fait qu'elle est aussi fantasque, aussi en dehors des réalités, et aussi rêveuse. Et donc c'est toute l'histoire de Camille, Georges et de Gary, de cette famille un peu hors norme, et on se prend complètement d'affection pour ce petit garçon qui est extrêmement touchant et qui se fait enrôler dans une vie fantasque par ses parents, mais qui ne demande que ça finalement. On se prend d'affection pour Georges qui aime Camille d'un amour inconditionnel, qui est parfois dépassé, mais qui reste complètement attaché à elle et qui ne la quittera pour rien au monde. Et on se prend d'affection pour Camille qui se rend compte que elle va trop loin parfois, mais elle peut pas faire autrement en fait. C'est elle tout simplement, c'est sa nature, c'est Camille. Donc voilà, c'est un très très bon film et je pense que le livre est tout aussi bien, donc je vous recommande de découvrir l'univers d'En attendant Bojangles. Donc, je viens quand même vous parler lecture. Je me suis fait un thé au jasmin parce que je pense que je vais carburer au thé et aux tisanes pendant les prochains jours pour me débarrasser de ça. Je suis en pleine lecture d'un roman policier pour le Grand Prix des lectrices L. La sélection du mois de décembre que je suis en train de terminer puisqu'il faut absolument que j'envoie mes avis et mes chroniques avant le 24 février et nous sommes le 21, donc il est grand temps que je me bouge. Mais c'est le dernier roman et je l'aurai fini avant le 24. Je suis en train de lire Les Papillons Noirs de Maudit. Maudit qui est un auteur français né à Bruxelles. Et donc Les Papillons Noirs, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque ça a été adapté en série. Je me demande si c'est pas une série Canal+, d'ailleurs. Hein. Ce carnet de lecture va être entièrement sponsorisé par Canal. Non, je rigole. Donc il me semble que ça a été adapté sur Canal+, mais je veux pas vous dire de bêtises. Je vous remettrai les infos en barre d'infos si jamais c'est pas le cas. Mais voilà, donc Les Papillons Noirs, c'est un roman policier assez court, puisqu'il fait 250 pages en gros, et c'est écrit très très gros. Je vous montre parce que ça m'a un peu marqué. Et en fait, on est sur un roman qui est assez court, qui se lit très vite et très bien, puisqu'en fait, je l'ai lu intégralement ou presque. Vous voyez, j'en suis à la page 225, donc il me reste 30 pages en gros. Je l'ai lu hier soir en grande partie, donc ça se lit très très vite. Dans ce roman, on fait la connaissance de Albert, qui est un jeune orphelin placé dans un orphelinat quand il était enfant. C'est un peu la... Alors ça se passe dans les années, juste après la Seconde Guerre mondiale, là, donc dans les années 50-60. Ouais, c'est ça. Je suis en train de réfléchir, mais oui, c'est ça. Du coup, c'est les prémices de la DAS, un petit peu, si vous voulez. Donc, lui, il est placé dans une institution pour les orphelins. Il rencontre à l'école Solange. Solange, elle, c'est une fille d'une Française et d'un Allemand. Donc, comme vous vous doutez, hein, au niveau de la période, ça a été assez mal pris. Donc, sa mère a été tondue et baladée un peu dans toutes les rues du village. Elle s'est fait cracher dessus et compagnie. Enfin bon, je crois que c'est une des premières scènes du roman. Faut être accroché parce que ça prend un peu aux tripes, hein, ce truc. Mais bon.
Voilà, et donc ils se rencontrent, ils tombent fous amoureux. Là encore, on est sur une histoire d'amour, mais une histoire d'amour complètement différente de celle de En attendant Bojangles. Hein. Et du coup, là, on est sur une histoire d'amour qui va être un peu folle, mais dans un autre sens, c'est-à-dire que Albert, il est très sanguin et il est très jaloux. Donc dès qu'un homme s'approche de Solange, ça lui fait un peu péter un plomb, et il ne peut pas s'empêcher de les tuer, tout simplement. Donc, du coup, il y a un certain nombre de meurtres comme ça commis, surtout que ils aiment beaucoup partir en vacances. Donc, en fait, c'est des meurtres qui sont commis un peu partout en France. Ils sont originaires du Nord, donc ils se baladent un peu partout en France, en Belgique et compagnie. Et donc, il y a des meurtres un peu aux quatre coins de la France et aux quatre coins de la Belgique. Donc c'est un petit peu particulier. Je trouve le style très bon parce qu'on le lit très facilement, très très vite, très très bien. Après, pour le moment, je suis un petit peu sur la réserve parce que je trouve que on reste un peu trop en surface et on va pas assez en profondeur dans ce roman. J'aurais aimé qu'on décrive un petit peu plus les choses, qu'on aille un petit peu plus loin. Nous avons été coupés. Donc, je vous disais, pour vous donner un exemple, la police, elle intervient qu'au dernier tiers du roman. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est pas forcément très développé. Et j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'informations sur l'enquête, sur comment ça se passe, comment les policiers vont traquer ce couple. Et bah, c'est quelque chose qu'on ne voit absolument pas dans ce roman policier, puisque c'est complètement tourné du point de vue de Albert et Solange. J'allais dire Georges et Solange, mais du coup je mélange tout. Donc non, Albert et Solange. Voilà, un petit peu ce que je peux vous en dire pour le moment. Après, ça reste quand même une bonne lecture. Comme je vous disais, je l'ai vraiment lu extrêmement vite. Donc ça reste un bon moment de lecture. Mais il me manque pas mal de petits éléments pour que ce soit un très bon roman policier. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi, ça va un petit peu mieux. Bon, je parle toujours un petit peu du nez et je m'en excuse, mais c'est déjà un petit peu mieux quand même par rapport au début de semaine. J'ai passé un peu les premiers jours de la semaine dans le brouillard complet, c'était pas terrible, mais alléluia, je suis sur la voie de la guérison. Donc bon, je carbure à l'infusion thym citron depuis le début de la semaine, je pense. Donc voilà. Mais bon, ça va mieux. Bon bref, je ne suis pas là pour vous parler de mes petits problèmes de santé, je suis plutôt là pour vous parler lecture. Et en l'occurrence, je voulais vous parler de la lecture que j'ai terminée et de ma lecture en cours. J'ai donc terminé Les Papillons Noirs de Maudit, dont je vous ai déjà parlé en début de semaine. Il ne me reste pas beaucoup de pages, donc mon avis n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que je vous ai dit en début de semaine. Je ne vais pas vous refaire le pitch, je ne vais pas trop m'étaler sur ce livre-là. J'ai bien aimé, ça a été un bon moment de lecture, mais il m'a manqué tout le côté enquête pour que ce soit un très bon roman policier. Et du coup, je reste un petit peu sur ma faim, c'est dommage. C'est pas une lecture en demi-teinte pour autant parce que je l'ai vraiment dévoré, ça se lit très vite. C'est très sympa, j'ai passé un bon moment, mais voilà, il m'a manqué ce côté enquête pour que j'apprécie vraiment le roman. Après, par rapport à ce que je vous ai dit en début de semaine quand je vous ai présenté le livre, j'ai fait quelques recherches quand même entre-temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le livre qui a été écrit depuis la série. En fait, la série existait déjà. Et si j'ai bien compris, dans la série, il y a un écrivain qui s'appelle Maudit. Donc, qui est le fameux écrivain dont je vous parlais. En fait, cet écrivain-là, il a un nom dans la vraie vie. Et donc, dans la série, il s'appelle Maudit. Et donc c'est le roman que Maudit écrit dans la série qu'on nous propose ici. Donc je comprends aussi pourquoi l'enquête ne prend pas beaucoup de place, enfin, est même quasiment inexistante, hein, puisqu'en fait finalement c'est vraiment quelque chose qui a été retranscrit depuis la série, et si j'ai bien compris, la série ne montre pas très bien l'enquête, clairement, donc voilà, ça reste cohérent par rapport à la série, mais bon, moi je reste quand même sur ma fin.
Suite à ça, j'ai décidé d'entamer un autre roman policier. Il s'agit de Mort au couvent, écrit par Oscar de Muriel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de Babelio et de Presse de la Cité. Je l'ai bien entamé, j'en suis à la moitié à peu près, il fait 350 pages, j'en suis à la page 182, donc je l'ai pas mal entamé. C'est un roman policier historique. Alors, il a été catégorisé comme Cozy Mystery. Je crois comprendre pourquoi il a été catégorisé comme tel, puisque là encore, il n'y a pas d'enquête au sens propre du terme, puisqu'il n'y a pas la police qui enquête. Donc, on est plutôt sur un Cozy Mystery dans le sens où ce sont les sœurs dans un couvent qui vont enquêter. Mais malgré tout, je trouve qu'on est plutôt sur un roman policier historique plus que sur un cozy mystery et j'apprécie pas mal ce côté-là. Donc pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, c'est un roman policier historique qui se base sur un personnage réel qui a réellement existé. Il s'agit de Sœur Juana. Sœur Juana, c'est un personnage historique. Alors je pourrais pas vous dire exactement ce qu'elle a fait. Mais c'est quelqu'un qui est très érudit, c'est une personne très instruite et donc elle a vécu à Mexico, en Nouvelle-Espagne. Je crois que le roman se passe dans les années 1600 et quelques, 1650, quelque chose comme ça. 1688, pardon. Donc voilà, elle a vécu dans cette période-là et donc c'est principalement ce personnage-là qui va servir de personnage principal à l'histoire. Donc on s'appuie vraiment sur un personnage historique, c'est ça qui est intéressant dans ce roman. Du coup, l'histoire de base, donc on suit Alina qui est donc une jeune novice. En fait, sa grand-mère, pour éviter de payer une dette pour un futur mariage, décide de la faire rentrer dans les ordres et donc elle va l'envoyer dans un couvent, le couvent de San Geronimo, et donc elle va devenir novice pendant une année et elle va être accompagnée de Matea, oui c'est ça, Matea, sa domestique indienne. Et elles arrivent là-bas, déjà elles mettent un peu de temps à se familiariser avec ce nouveau mode de vie parce que c'est quand même particulier, le mode de vie dans un couvent. Donc elles prennent un peu le temps de s'habituer et très vite on va voir arriver des meurtres très sanglants, des meurtres de sœurs. On est presque dans un huis clos puisque en fait on est toujours dans ce couvent et il y a des meurtres et on se demande bien qui peut assassiner ces pauvres sœurs. Et donc sœur Juana va décider de mener l'enquête avec Alina et Matea. Donc Alina est rebaptisée sœur Elena je crois dans le roman. Et donc elles décident d'enquêter toutes les trois, et donc moi j'en suis à peu près là. Donc pour l'instant il y a eu un meurtre assez sanglant, assez sanguinolent, et là du coup elles décident d'enquêter toutes les trois, elles font une alliance un petit peu pour faire la lumière sur toute cette histoire. Je trouve que c'est très sympathique. À chaque fois je vous dis que c'est très sympathique pour un roman policier, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, hein, mais bon. Bref, passons. Je trouve que c'est un roman qui se lit très bien, très vite. La plume est très agréable. Je me suis vite retrouvée dans l'ambiance du couvent, je me suis vite attachée à Alina et Matea. Je trouve que le personnage de Sœur Juana est un personnage assez excentrique, mais elle apporte une petite touche de fraîcheur dans ce roman-là, et c'est très agréable également. Donc j'attends de voir ce que ça donne sur le reste du roman, mais franchement pour l'instant c'est un premier tome qui est plutôt bon, plutôt bien réussi, et qui annonce que du bon et du positif pour la suite de la saga. Ce n'est pas tout ce que j'avais à vous dire ce matin. J'avais pas mal de choses à vous montrer puisque, comme je vous le disais dans le précédent carnet de lecture, j'ai fait un gros craquage en librairie il y a 2 semaines de ça. Je vous ai montré, ou la semaine dernière, pardon, je vous ai montré la semaine dernière une partie des romans que j'avais achetés et je voulais vous montrer la deuxième partie cette semaine. Donc si vous êtes prêts, eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence maintenant. Et on va commencer la sélection avec un thriller, enfin je crois que c'est un thriller. J'ai décidé de me laisser tenter par La clé du sang de Ruth Ware.
je pense que c'est comme ça qu'on dit, Houseware. Donc La clé du sang, je pense que c'est un thriller. Au début je pensais que c'était un roman policier, mais quand je regarde la quatrième de couverture, je pense qu'on est plutôt sur un thriller, quelque chose d'assez presque un petit peu horrifique, hein, si j'ai bien compris. Enfin, quoique, peut-être pas horrifique quand même, mais bon, on est un peu sur quelque chose de... Enfin, qui vous fait un peu froid dans le dos à la lecture. Donc, je vous lis la quatrième de couverture. Tout a commencé par l'offre parfaite. Sandra et Bill Elincourt, un couple d'architectes habitant avec leurs 4 enfants dans une splendide maison des Highlands, recherchent une nurse expérimentée. Si les conditions sont strictes, le salaire est étourdissant. Rowan Kane, jeune anglaise qualifiée pour le poste, y voit sa chance. Les Elincourt ont beau la prévenir que les gens de la région croient la maison hantée et que les rumeurs vont bon train, Rowan quitte sa modeste vie londonienne et s'installe avec enthousiasme à Easterbrough House. Jusqu'à ce que, petit à petit, de mystère en anomalie, le rêve glisse vers le cauchemar. Voilà, bon, autant vous dire que ça fait déjà froid dans le dos. Vous avez la petite maison là, enfin la grande maison qui vous dit « Ouh là là, venez, venez, vous allez voir, vous allez passer un bon moment avec moi ». Donc voilà, à voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice Ruth Ware. Je crois qu'elle a écrit plusieurs autres romans. Ah bah oui, bah du coup, je crois que c'est son dernier, celui-ci. Il me semble, hein. Le chalet des disparus. Mais je l'avais vu, j'avais lu la quatrième de couve et franchement, ça me tentait moins que celui-ci. Donc je vais déjà me faire mon avis avec ce roman-là et je verrai après si je continue la découverte de l'autrice ou pas. Ensuite, j'ai craqué pour un roman qui me fait de l'œil depuis sa sortie. C'est un roman qui, de mémoire, est sorti aux éditions Faubourg Marigny. Donc là, il vient juste de sortir aux éditions Pocket. Mais je crois que d'ailleurs, c'est que du Pocket là. Ah non, j'ai du livre de poche aussi. Mais... Édition Pocket, c'est La petite boutique au poison de Sarah Penner. J'adore cette couverture, je la trouve trop belle. Donc je pense que vous avez dû le voir passer un bon nombre de fois. Je suis désolée, ça fait des vieux reflets là, c'est pas terrible. Enfin, bref. Vous avez dû le voir passer un bon nombre de fois sur les réseaux, puisqu'on en entend beaucoup parler. Donc La petite boutique au poison, de quoi ça parle? Je jure solennellement devant Dieu, créateur de toutes choses, de ne jamais administrer de poison. À ce serment prêté jadis par les apothicaires, Nella ne souscrit depuis plus longtemps. Depuis longtemps, pardon. Ne souscrit plus depuis longtemps, oui, autant pour moi. Belladone et les bords arsenic. On peut se procurer toutes sortes de poisons dans sa boutique du 3 Black Alley, à condition qu'un homme violent en soit la victime. Il y en a beaucoup des hommes violents dans le Londres de 1791. 2 siècles plus tard, la mystérieuse petite fiole ressurgit dans la boue de la Tamise, au pied de Caroline, une américaine au cœur brisé, et avec elle toute une histoire de femme trop longtemps oubliée. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'on soit sur un roman policier, mais je pense qu'on est sur un bon roman historique bien sympa, peut-être un peu à la limite du policier, mais quand même, c'est sympa, je pense. En tout cas, il me tente depuis sa sortie, donc ça fait un peu de temps. J'ai ensuite craqué pour un roman italien, je crois. Vous allez vous dire, ok, entre le Daniel Arrimondi de la semaine dernière et celui-ci... Ah, mais j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu. En fait, c'est une espèce de collection, là, que Pocket a sorti. Et en fait, vous avez ici la petite mention, les révélations. Et ça fait partie des révélations Pocket de janvier et février 2023. Et donc, le roman que je vais vous présenter juste après, le roman italien, c'est pareil, il fait partie de la même collection, les révélations. Donc, ce roman italien, c'est Liberata de Gail Reitano. Donc, je pense qu'on est sur un roman italien, je vous dis ça. Et en fait, vous voyez, c'est pareil, vous avez la petite liste, les révélations de janvier-février avec le petit bandeau ici. Donc, Gail Reitano, Liberata... De quoi ça parle? New Jersey, Grande Dépression. À la mort de sa mère immigrée italienne, Marie Genovese se retrouve à la tête d'un magasin au bord de la faillite. Impossible de compter sur ses frères qui se laissent embrigader par ceux qui prêtent allégeance depuis l'Amérique à Mussolini. Alors, pour arrondir les fins de mois, elle s'improvise
pâtissière et voit ses gâteaux connaître un succès grandissant. Car Marie ne veut dépendre de personne, n'aimer qu'à son gré, même hors mariage, hors de sa condition. Insoumise, amoureuse, elle tient bon. Dans la société où le poids des traditions pèse encore lourd, le chemin sera long pour parvenir à l'émancipation. Voilà, autant vous dire que ça me tente énormément. On est en pleine grande dépression, avec sur fond d'immigration italienne avec Mussolini en fond. Enfin bon, voilà, je pense que ça peut être très très sympa. Et le dernier dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vais enlever le bandeau. Celui-ci c'est pareil, je pense que ce ne sera pas une nouveauté pour vous et vous l'avez vu beaucoup passer. C'est une édition livre de poche et c'est un Stephen King. J'ai donc craqué pour Après, qui vient de sortir au livre de poche. Je n'ai lu de cet auteur que 22-11-63 que j'ai beaucoup aimé, qui est une énorme brique. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus court, donc voilà. Je suis pas très fan des romans horrifiques, j'aime pas trop ça. Et je suis pas hyper fan non plus du fantastique. Mais je sais que Stephen King fait aussi autre chose. Il ne fait pas que de l'horrifique, pas que du fantastique. Alors 22-11-63, on flirte quand même beaucoup avec le fantastique, mais ça se laisse très bien lire, j'ai beaucoup aimé. Donc ça dépend vraiment, et celui-ci franchement il me faisait carrément de l'œil. Donc je vous lis la 4e. Il y a toujours un après, maintenant je le sais. Jamie n'est pas un enfant comme les autres, il a le pouvoir de parler avec les morts. Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Obsédant et émouvant, ce nouveau roman de Stephen King nous parle d'innocence perdue et de combats qu'il faut mener pour résister au mal. Voilà. Bon, je pense que ça va se lire très rapidement, il fait 330 pages, hein, donc c'est assez facile. Je regarde un petit peu ce qu'il a sorti aussi. Ouais, par exemple, vous voyez, Carrie, ça me tente pas de le lire, quoi, clairement. Carrie, je suis pas trop emballée. Par contre, j'avais bien envie de lire la saga Monsieur Mercedes, là, qui me tentait pas mal. L'Institut aussi me tentait bien. Billy Summers, je crois que c'est le dernier qui est sorti. Je sais pas s'il me tente, celui-ci. Un peu moins, mais j'avoue que Monsieur Mercedes et l'Institut, là, ça me tente bien. Il y a aussi Dôme, le tome 1 et 2. Alors je sais que ça c'est du fantastique il me semble, mais j'en avais pas mal entendu parler. Puis il y avait une série qui était sortie, donc pourquoi pas. Voilà, à voir. Ah, j'avais pas vu, il a aussi sorti des romans sous un autre nom que Stephen King. Il a sorti des romans sous le nom de Richard Bachman. Je ne savais pas. Bref. Voilà, donc Après de Stephen King. Voici donc ma petite sélection craquage de la semaine dernière. Dites-moi s'il y en a un de ces quatre-là qui vous tente, si vous avez envie de faire une petite lecture commune, c'est avec grand plaisir. Et si vous les avez lus également, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bref, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais me remettre à travailler parce que j'ai pas mal de boulot. Et j'essaierai de vous reprendre probablement demain. J'espère que j'aurai le temps d'avancer sur mon roman. Je suis pas sûre de mon coup là parce que ce soir je sors avec mes meilleurs amis. Donc pas sûre que j'ai beaucoup de temps de lire. Et demain on part en week-end, pour une partie du week-end en Bretagne et on a pas mal de choses de prévues ce week-end, donc pareil, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser, comment on va continuer ce carnet de lecture, mais vous vous en fichez royalement puisque ça va se passer dans 30 secondes et que vous aurez déjà la réponse, donc voilà. Bref, allez, j'arrête de blablater et je vous reprends plus tard.
vous retrouve en ce dimanche matin après un aller-retour express en Bretagne pour clôturer ce carnet de lecture. Je viens donc vous donner mon avis sur ma lecture que je viens de terminer, qui était Mort au couvent, le premier tome des enquêtes de Sœur Juana, des mystères, pardon, de Sœur Juana, écrit par Oscar de Muriel et publié chez Les Presses de la Cité. C'est un roman qui m'avait été envoyé par Babelio notamment et Les Presses de la Cité, et donc je suis plus que ravie d'avoir pu le découvrir, puisque c'est un roman dont on a pas mal entendu parler depuis sa sortie, et franchement il me faisait de l'œil, donc je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Je ne vous redonne pas le contexte, l'histoire, etc. puisque je l'ai déjà fait il y a probablement 30 secondes pour vous. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin, c'était que c'était un roman que j'ai beaucoup aimé. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de me retrouver plongée au XVIIe siècle dans la Nouvelle-Espagne, donc qui est autre que le Mexique aujourd'hui. Et j'ai trouvé que c'était plutôt atypique comme cadre et ça m'a bien plu. Le roman, on peut presque le considérer comme un huis clos, puisque l'intégralité ou presque de l'histoire se passe dans le couvent de San Geronimo, et donc ça emmène une ambiance un petit peu particulière, assez oppressante, assez particulière. L'ambiance est très atypique, mais elle est également très immersive, et c'est vraiment ce qui est appréciable dans ce roman. Vous avez vraiment l'impression de vous retrouver dans un couvent avec le silence assez pesant, les petits bruits un peu bizarres, voilà, enfin toute cette vie un petit peu, toute la vie des religieuses qui est assez particulière quand même, faut l'avouer. Bon voilà, on le retrouve ici et c'est ça qui est particulièrement bien décrit et particulièrement bien fait dans ce roman policier. Le trio d'enquêtrices est un trio hors pair qui fonctionne parfaitement bien. On a d'abord Sœur Juana, donc, qui est un personnage historique qui a réellement existé. Sœur Juana, c'est une sœur assez excentrique qui est très érudite, qui a un esprit très vif, très affûté. Elle est passionnée par la littérature et les sciences, et en fait ça se ressent dans tout le long du roman. D'ailleurs, ce qui est assez agréable aussi, c'est que quand elle parle, il y a des vers de poésie qui lui viennent en tête, donc elle répond en vers de poésie. Bon, c'est toujours très drôle et ça apporte une petite touche un peu de légèreté dans un roman policier qui est quand même assez oppressant et assez pesant, dans cette ambiance très atypique et particulière, comme je vous le disais. À côté d'elle, on a également Alina qui devient Sœur Helena, qui est la novice qui entre dans le couvent avec sa domestique. Alina, elle, c'est une jeune femme qui est très curieuse, qui est très intelligente également, qui se passionne aussi pour les sciences, pour la littérature. Et on a également Mattea. Mattea, c'est un personnage donc, qui est la domestique de Alina, et c'est un personnage très impulsif et qui apporte une touche d'humour, et elle est assez drôle en fait, elle a beaucoup d'humour cette femme, et c'est très 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 drôle. C'est vrai que c'est un roman, malgré tout, vu que c'est un roman qui se passe dans un couvent, c'est un roman où on a énormément de personnages féminins. Les hommes sont assez mal vus, assez mal perçus et assez mal représentés. Les seuls hommes qu'on a, ça va être des prêtres ou ça va être des inquisiteurs, et ces personnages masculins, ils sont décrits comme étant des personnages assez vils, assez laids, ouais, pas forcément très, très agréables à regarder, pas forcément très agréables tout court d'ailleurs. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est presque un roman féministe si vous voulez, dans le sens où les personnages principaux sont des personnages féminins et des personnages assez forts, assez charismatiques. L'enquête avance, elle avance assez vite finalement, l'enquête avance assez vite. Je n'ai bien évidemment pas réussi à trouver le coupable, donc alors moi ça m'arrive assez rarement, mais quand ça m'arrive, c'est que souvent le roman policier, je l'ai pas forcément beaucoup apprécié, ça veut dire que l'intrigue est trop... pas assez détaillée. Souvent c'est ça, pour moi en tout cas. Donc là en l'occurrence, je n'ai pas réussi à trouver le coupable, donc c'était très bien fait. Le seul regret que j'ai à la lecture de ce roman-là, c'est le rythme que j'ai trouvé un peu inégal par moment. En fait, pour tout vous expliquer, j'ai mis quelques chapitres
à entrer vraiment dans l'histoire et à me faire à l'univers, parce que bon, c'est quand même un univers particulier. Moi, je connais pas du tout hein, l'univers des couvents. La religion catholique, c'est vraiment pas une religion dont je suis très proche, on va dire. Donc du coup, c'est vrai que c'est un univers que je ne connais pas du tout, et c'est un univers très spécifique, l'univers du couvent, avec les sœurs et compagnie. Donc il m'a fallu quelques chapitres pour rentrer dans l'histoire. Une fois que j'y étais, pour le coup j'étais plongée et j'étais complètement happée par l'intrigue et j'avais pas du tout envie de ressortir de ce couvent, j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Et à un moment donné, je sais pas, au milieu du roman à peu près, le rythme s'essouffle un petit peu et du coup, bon là j'ai peiné un peu à reprendre mon élan et à me dire allez on va jusqu'au bout, on veut savoir ce qui se passe. J'ai trouvé que ça s'essoufflait un peu, ça reste un peu en surface à un moment et voilà, et on a un peu de mal à aller vers la fin. Après, bien évidemment, une fois que le dénouement commence à arriver, bon voilà, ça s'enchaîne et le rythme repart de plus belle, donc ça c'est très bien. Mais c'est vrai que ce côté un peu inégal au niveau du rythme, bon, ça m'a un petit peu perturbée pendant ma lecture. Le premier tome des mystères de Ruana est tout de même très prometteur pour la suite. Le trio, comme je vous le disais, fonctionne très très bien et l'intrigue était très originale. L'ambiance immersive de ce roman nous plonge avec délectation dans une enquête totalement atypique. Je sais que c'est un roman qui a beaucoup été envoyé en service de presse, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si c'est le cas, ce que vous en avez pensé. De mon côté, après cette lecture, j'ai enchaîné avec un autre roman dont je ne peux absolument pas vous parler puisque c'est un roman pour la sélection du mois de février du Grand Prix des lectrices L. Donc j'ai reçu les 3 romans de sélection et pour le moment je peux pas vous en parler parce qu'ils n'ont pas été publiés encore dans le magazine, donc j'attends un peu. Je vais faire mes lectures tranquillement dans mon coin et les passer sous silence. Je vous tournerai sûrement un épisode 3 du Grand Prix des lectrices L quand j'aurai lu les 3 romans sélectionnés. Voilà, pour le moment en tout cas, sachez que c'est le roman de fiction que j'ai commencé et je l'aime beaucoup, j'aime bien, je suis complètement happée dans l'histoire, donc c'est plutôt un bon point. Sinon, ce que j'avais à vous dire en termes de lecture, j'ai commencé un nouveau livre audio. Et alors là, je pense que je me suis pas vraiment facilité la tâche, mais j'avais quand même bien envie de tenter le coup. J'ai décidé de prendre un classique en audio et j'ai décidé de prendre un livre de Émile Zola. J'ai donc décidé de prendre le premier tome de la fameuse saga des Rougon-Macquart qui est juste très 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 importante puisqu'il y a au total 20 livres je crois, donc c'est une sacrée saga. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant commencer par le premier tome et donc j'ai commencé par La Fortune des Rougon que vous voyez là. Cette collection là, je sais pas si vous vous souvenez ou si ça fait un certain temps que vous me suivez ou pas, mais sachez que j'avais fait un book haul spécial Emmaüs et c'est une collection que j'ai trouvée chez Emmaüs celle-là. La collection d'Émile Zola que je trouve juste magnifique. Et donc dans ce premier tome, vous avez La Fortune des Rougon et La Curée, donc qui sont les 2 premiers livres de la saga des Rougon-Macquart. Donc j'ai commencé La Fortune des Rougon. Je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que franchement, j'ai dû écouter, je sais pas, 20 minutes, 25 minutes, ce qui doit correspondre à 1 voire 2 chapitres, j'ai même pas regardé encore dans le livre. Et Émile Zola, c'est la première fois que je découvre cet auteur, mais j'ai l'impression, pour l'instant encore une fois, hein, j'ai écouté que 20 minutes, donc je peux pas trop vous en dire plus, mais j'ai l'impression que c'est un auteur qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les descriptions. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans la description, on est sur un rythme assez lent, et donc on va voir ce que ça va donner. Mais du coup, je peux pas vous en dire grand chose parce qu'en ayant écouté 20 minutes, j'ai l'impression qu'il s'est strictement rien passé pour l'instant. Donc bon, on va voir. Il faut que j'arrive à trouver du temps en fait hein, pour écouter de l'audio. Là, ça n'a pas été trop le cas cette semaine, donc on va voir ce qui va se passer. Mais je suis vraiment contente d'avoir, de tenter le coup. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et j'avais pas forcément envie de lire un Émile Zola là en version papier, donc ça me va bien de le prendre à l'audio pour l'instant. Eh bien écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que je vous aurai donné quelques idées pour vos prochaines lectures. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à plus tard. Allez, ciao!